Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Agnières. Mais non, le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le 26 à Paimpol. Le quoi? Comme ça? Le 26 à Paimpol. Salut! 26 juillet 2026, c'est l'heure du 7e numéro de notre podcast Paimpolais, le 26 à Paimpol. Ben dis donc, au dernier numéro du 26, je terminais ce petit édito par la phrase « Y a le feu ». Je croyais pas si bien dire. On est tous un peu choqués par les incendies généralisés de juillet, Cap-Fréhel inclus, par l'accélération brutale du dérèglement climatique. Bien sûr, personne n'est exemplaire, et moi le premier. Mais ce serait tellement chouette si on essayait enfin de prendre la mesure des petites choses qui, à notre échelle, pourraient calmer cet emballement climatique. J'y croyais un peu au moment du confinement, quand on avait découvert un monde au ralenti. Et puis, tout est reparti de plus belle, à 1000 à l'heure, les clims à fond, les voitures aussi, les besoins exponentiels en électricité, en énergie. On se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable entre nos besoins quotidiens gigantesques en énergie et notre culpabilité, notre sentiment d'abîmer constamment la planète. Pas simple. Pour ce numéro de juillet du 26 à Paimpol, Patricia et Brigitte nous proposent de partir à la rencontre de Rose, charpentière maritime, qui vient de s'installer sur le port de Paimpol. On les retrouve juste après notre boîte à messages. Je ne sais pas si Paimpol est un désert médical, mais en tout cas c'est la galère pour trouver un dentiste. Si le vôtre prend encore de nouveaux patients, merci de faire suivre au 26 à Paimpol. Salut les Icos, c'est encore moi. Bon, j'ai toujours pas trouvé Scary Monsters, mais je cherche aussi un autre disque. C'est Birds of Fire, un album jazz fusion de 1973 du Mahavishnu Orchestra, avec entre autres John McLaughlin, Billy Cobham, Jerry Goodman. Bon, toute une époque, ça ne nous rajeunit pas, mais si vous trouvez ça, faire suivre au 26 à Paimpol. Merci. Awenet Gant Catalog Mues Brez. Antiem barn mogenel us ar bloaveziu anterkant. Selwet mus ar sonadek kanen daud. Disadorn ar labouradek coms. Brave et oa. Voici une boîte à messages prise d'assaut par Christian pour ce numéro de juillet. Si vous aussi vous avez un message à faire passer pour le numéro d'août, recherche de voitures, de covoiturage, de logement, appel à participation, n'hésitez pas. Vous pouvez déposer vos messages sur Messenger, Instagram ou par mail à l'adresse le26apaimpol@yahoo.com. Brigitte et Patricia vous embarquent à la rencontre de Rose. Rose se destinait à être ingénieure en architecture navale, mais la découverte des bateaux en bois va l'emmener à devenir charpentière maritime. On vous invite à découvrir son parcours. Bonne écoute. Je m'appelle Rose, je suis née à Saint-Malo et j'ai 27 ans. Mes parents m'ont mis sur un dériveur quand j'étais tout enfant et j'ai continué à beaucoup aimer ça. Et à un moment donné, j'ai découvert les Glénans, mais l'archipel des Glénans au sud de Concarneau. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir avoir cet espace de liberté, d'apprentissage de la voile. Et donc j'ai passé mon monitorat là-bas, de dériveur, et j'ai passé tous mes étés d'enseignement supérieur à encadrer au Glénan et à finir mon monitorat et à encadrer des gens qui étaient un peu de tout niveau. J'ai préféré encadrer sur les adultes. J'ai trouvé ça passionnant de voir des personnes arriver plus âgées que moi forcément,
parce que je suis arrivée là-bas à 19 ans, 20 ans, et de pouvoir leur apprendre ce que c'était que ce monde de la voile où on n'a pas de route, on doit écouter le vent, on n'a pas juste à appuyer sur une pédale d'accélérateur pour avancer, quoi. J'ai trouvé que le bateau était un espace de liberté extraordinaire et que le fait de le transmettre aux gens, c'était encore plus réjouissant de voir des gens comprendre, écouter leur corps, écouter le vent et arriver à faire de ça un moment de joie, quoi, et de liberté. Donc là, je suis en école d'ingénieur et en parallèle, j'enseigne le dériveur pendant mes vacances. Et après ça, à la fin de l'école d'ingénieur, on trouve un stage, on doit commencer à travailler. Donc j'ai fait ça en architecture navale, puisque j'ai passé un diplôme d'architecture navale. Initialement, je m'étais toujours dit qu'après mon diplôme d'ingénieur, j'allais faire autre chose, partir et voyager, un peu comme tous les jeunes, j'ai l'impression. J'ai pas fait ça. J'ai été en stage et j'ai trouvé ça tellement intéressant ce que j'apprenais. J'ai trouvé que je me suis pas beaucoup amusée en école d'ingénieur. J'ai trouvé que l'enseignement que j'ai reçu était pas adapté à ce que moi je voulais apprendre, ou pas adapté à ma vision du monde en tout cas. Ça m'a pas du tout parlé. C'est pas du tout une direction que je voulais donner à ma vie. C'est pas du tout cette manière-là d'aborder il y avait beaucoup d'embauches chez Thales, chez Naval Group, etc. Et moi, j'avais pas envie de donner mon énergie à ça. J'avais pas envie que mon énergie, elle serve à dimensionner des boulons pour des sous-marins ou faire de l'ingénierie. Après, chacun fait comme il le sent. Et moi, c'est pas là que je voulais mettre mon énergie et mon temps. J'ai décidé de faire de l'architecture navale. Il n'y avait pas beaucoup de stages en architecture navale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets ou de places en architecture. Mais donc j'ai quand même fait ça à Paris pour faire mon stage. Et j'ai tellement aimé ça. J'ai trouvé les projets tellement chouettes et l'exercice d'imaginer un objet qui fonctionne donc, de manière physique, quoi. C'est quand même de l'ingénierie de se dire ok, structurellement ça va, c'est stable, ça va avancer. Géographiquement, donc on utilise de logiciels de 3D pour bien tout agencer, ça va fonctionner. Et en plus, c'est un espèce de puzzle géant de se dire faut que ça fonctionne, faut que ce soit utile, faut que ce soit joli, faut que ça convienne aux demandes des clients. J'ai trouvé ça incroyable, donc j'ai continué à faire cet exercice pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me trouve trop en désaccord avec les demandes des clients. Les clients, ce qu'ils me demandaient de dessiner, c'est pas les choses que je voulais voir flotter sur l'eau, c'est pas la voile qui m'avait moi charmée et dont j'avais rêvé. Et donc là, pour le coup, j'ai décidé de partir et de voyager. Et surtout, j'avais envie d'habiter à côté de la mer parce que je faisais plus de bateau à Paris. Et donc je suis partie en bateau, en stop déjà parce que je fais beaucoup de stop. Donc je suis partie faire du stop jusqu'en Méditerranée où j'ai fait des convoyages, puis un petit peu de bateau, pour gagner un peu d'expérience en bateau hauturier, en bateau habitable, que j'avais pas, puisque j'ai fait beaucoup de dériveurs, mais pas beaucoup de bateaux habitables. Et donc je voulais avoir un peu d'expérience en habitable avant d'acheter mon propre bateau, qui me permettait d'avoir une bonne excuse pour habiter le long de la mer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée en France après avoir vadrouillé un peu en bateau, et j'ai acheté mon bateau à Brest. Et donc bateau que j'ai recommencé à retravailler, puis avec cette idée de me dire je vais prendre mon bateau, je vais donc l'améliorer pour pouvoir habiter dedans, et je vais vadrouiller un petit peu en Bretagne pour voir ce qui existe, pour voir ce qui me plaît et qui peut un peu plus convenir à à la voile comme je l'imagine, comme je la rêve, quoi. Et donc j'arrive, le premier port où je vais essayer de Douarnenez, parce que c'est à Brest, en partant du Brest, en allant vers le sud, le premier stop que je fais, c'est Douarnenez. Et en fait, à Douarnenez, il y a une association qui s'appelle Trésor. Trésor, ça veut dire le passeur en breton. Et c'est une association qui a pas mal de bateaux en bois et qui, l'hiver, ne navigue pas, mais fait des chantiers sur les bateaux en bois qu'elle entretient ou qu'elle possède.
Et moi, je suis arrivée en hiver, donc j'ai toqué au hangar, et puis on m'a dit « Ah oui, il y a un peu de réparation à faire sur ce bateau », c'était une yole. Donc moi, je connais personne à Douarnenez particulièrement, j'y suis allée en vacances avec mes grands-parents, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui connaît Douarnenez, en tout cas le Douarnenez de l'hiver, le Douarnenez pas touristique. Et donc je commence à me lier un peu d'amitié avec les gens qui sont là, qui sont plutôt des petits vieux, mais très sympathiques, et qui m'accueillent avec les bras ouverts en me disant « Bah oui, nous on fait des chantiers tous les week-ends, tu peux venir, voilà, on fait de la charpente navale, voilà, il y a des bancs à refaire, il y a des courbes, il y a des bordées à poser, fais avec nous, on le fait, il y a un charpentier qui est là pour nous donner des conseils, et voilà, tout le monde peut le faire à sa vitesse, à sa mesure. » Et donc j'ai fait mon stage au chantier qui est à côté de Trésour. J'ai commencé à travailler salarié pour Christophe dans le chantier pour dépanner. Et le temps d'arriver à l'été, donc j'ai fait 5-6 mois chez lui, et assez pour me dire que j'aimais vraiment beaucoup ça. Continuer à naviguer sur les bateaux de Trésour, notamment le Télénor, qui est une chaloupe sardinière assez emblématique là-bas. Me faire un bon cercle social à Douarnenez et postuler à la formation des ateliers de l'enfer qui commençait en septembre d'après. Et donc j'étais prise, j'étais très contente. Et je crois que c'est ça qui me passionne dans la charpente navale, c'est de se dire ok, j'ai un problème qui arrive à moi, il faut que je réfléchisse bien, parce que foncer tête baissée et remplacer les trappes du bateau et 5 bordées qui me paraissent faibles, ça ne va pas résoudre le problème, parce qu'en fait le problème il a une cause, le problème il va peut-être être résolu par la réparation que je vais faire en remplaçant tout, mais ça va créer d'autres problèmes, parce que si tu mets des pièces neuves très solides à côté de pièces qui sont molles, qui ont un peu d'âge, et ben en fait ça va pas aller. Tu peux pas, les médecins ils savent très bien quand ils remplacent les rotules des clients âgés, et ben en fait il faut qu'ils tiennent en compte de ce qu'il y a autour et comment le corps va réagir à ce nouvel implant. Ben, c'est un petit peu la même chose pour un bateau, de se dire il faut que je m'adapte à l'âge du bateau, à comment il navigue, à où est-ce qu'il est. Et c'est un ensemble de choses qui me paraissent, moi, déjà super enrichissantes, parce que je me suis toujours passionnée du bateau, et naviguer, ça me paraît un espace de liberté incroyable. Surtout sur des bateaux en bois où la navigation est un peu différente. Et je veux que cette navigation continue à exister. Moi, je ne m'y retrouve pas en faisant monitrice de voile. Monitrice de voile, ça me plaît, mais je veux pas en faire ma vie parce que c'est trop fatigant, je trouve, tout simplement. Je suis assez admirative des gens qui en font leur métier, qui font les saisons, je trouve ça fatigant. Et je trouve ça plus adapté à moi, en tout cas, de se dire je vais entretenir les supports qui permettent de rendre cette navigation possible. Sur les bateaux bois, parce que c'est le support que je préfère. Je crois que c'est cette dualité de manuel, évidemment, parce qu'il faut avoir de la dextérité ou au moins la travailler, du défi intellectuel que chaque bateau représente. On est toujours en train de se renouveler, toujours en train d'apprendre. Et le fait que ces deux choses-là ensemble, pour apprendre à être un charpentier naval ou une charpentière navale, il faut 10-15 ans d'expérience. J'ai pas beaucoup d'expérience en charpente navale, j'en ai bien conscience. Je suis au début de mon parcours. Et j'ai hâte de voir tout ce que ça va m'apprendre, tous les bateaux que je vais croiser, tous les charpentiers et charpentières que je vais croiser, et qui vont m'apprendre plein de choses sur des bateaux différents, sur des techniques différentes. Ça m'enthousiasme de savoir que je vais encore apprendre pendant 15 ans, pendant 20 ans, et qu'à 45 ans, j'aurai pas encore fait le tour du sujet.
un peu plus adulte, donc en prépa, en école d'ingénieur, après dans ma vie à Paris d'architecte naval et en voyage. Plein de gens qui m'ont fait réfléchir un peu à qu'est-ce que je veux. Enfin, c'est la rencontre, quoi. C'est peut-être banal ce que je dis, mais je crois que c'est important de s'ouvrir à d'autres manières de percevoir le monde que la nôtre, celle de notre famille. Et là-dedans, j'ai parlé un petit peu du stop, mais j'ai commencé à faire du stop quand j'étais en école d'ingénieur, à 20 ans. Et en fait, c'est génial, le stop. C'est comme tirer au sort des personnes que tu n'aurais jamais croisées. Et leur parler, était dans leur bulle, dans leur monde pendant 1 heure, pendant une demi-heure, pendant 10 minutes. Et simplement, ça te renvoie des images d'un monde dans lequel tu coexistes, mais que tu n'aurais jamais pu voir si tu avais suivi ta vie avec tes habitudes, tes cercles sociaux, l'endroit où tu habites. Traverser la France en stop, en fait, c'est se rendre compte de la diversité des points de vue et plein de gens qui ont leur vie, qui ont leurs évidences, que tu n'aurais même pas soupçonné, quoi. Donc, pour moi, le stop, ça a été un des grands changements qui a fait que j'ai commencé à bien réfléchir à la vie et me dire, mais ok, ces questions-là, je me les suis jamais posées, mais c'est intéressant de réfléchir. Et qui ont commencé à amorcer des questionnements que j'ai après continué avec des amis, avec des initiatives, des déménagements. Qu'est-ce qui m'a amenée à Paimpol ? Au moment où je suis aux Ateliers de l'Enfer en stage, donc il y a 2 stages pendant les Ateliers de l'Enfer. Moi, j'ai fait mon premier stage dans le golfe du Morbihan et le deuxième stage, je l'ai fait au GIP à Brest. Et pendant que j'étais au GIP à Brest, donc ça c'est en mars, mes copains de Paimpol m'appellent en disant en fait, notre patron, Gilles, donc, qui gère le chantier de Paimpol, il veut vendre son chantier, il part à la retraite, il a envie de partir et il nous propose de racheter le chantier. Donc ils sont 2, Giulio et Loïc, qui se disent on se lance là-dedans, c'est parti, on essaie de racheter le chantier. Et ils me proposent de les rejoindre. Au début, moi je me dis c'est pas adapté à moi, j'ai l'espèce d'énorme syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que vous voulez que moi, qui soit en apprentissage de charpente navale, alors que je sais que la charpente navale, ça met 10 ans, 15 ans à s'apprendre et à devenir bon là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse en gérante d'entreprise de charpente navale ? Ça n'a pas c'est pas adapté à moi. Donc je me suis dit ça au début, puis petit à petit j'ai réfléchi en me disant en fait, je suis pas toute seule. Il y a Giulio et Loïc qui sont déjà dans l'entreprise. Giulio qui a beaucoup d'expérience en charpente navale. Moi, là-dedans, mon rôle, c'est pas d'être une 3e chef de chantier. C'est pas ça mon objectif. Par contre, je sais que ce que je peux leur apporter, c'est que j'aime bien les chiffres, que j'aime bien faire des mathématiques, que j'aime bien écrire français, remplir des dossiers. Et je sais qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire mieux qu'eux, ou que je vais pouvoir aimer plus qu'eux, en tout cas, faire. Et donc, je pourrais quand même avoir une place là-dedans. Donc, je commence à discuter de ça un petit peu avec eux. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je commence à les aider dans leur démarche. Aller voir les banques pour savoir, il faut faire un emprunt, il faut faire un prévisionnel comptable, il faut faire un business plan. Et en fait, hyper rapidement, on a trouvé une espèce de sens d'équipe où chacun avait ses responsabilités ou ses tâches. Ça s'est réparti très vite. Alors, évidemment, là, je m'arrête un petit peu parce que je suis féministe et quand les tâches de gestion administrative arrivent sont la charge de la seule femme de l'entreprise, et ben forcément, ça me pose question. Nous, dans notre appréhension de la gestion de l'entreprise, on commence comme ça puisque c'est nos points forts respectivement, sachant qu'on va tous les 3 être charpentiers navals. Nos rôles pour l'instant, donc au début, sont définis en suivant nos compétences les plus fortes pour qu'on se mette un petit peu dans le rythme, qu'on apprenne
travailler tous les 3 ensemble. Et une fois que le démarrage sera fait, eh ben, on veut apprendre l'un de l'autre mutuellement. Donc, en fait, moi, j'ai vocation à m'améliorer en tant que charpentière navale en travaillant la charpente navale et à apprendre de ce que Giulio est chef d'atelier, de faire ses devis, etc. Et ben, moi, je vise à apprendre ça. Giulio, il ne sait pas faire de comptabilité, il compte apprendre à faire de la comptabilité. Loïc, il sait faire de la manutention, etc. Mais pareil, il vise à apprendre les compétences de Giulio. Et c'est un peu un cercle. Bon, la mission, c'est de mettre le travail sur le bateau. Il n'y a pas beaucoup de quêtes, ça veut dire que ça ne va pas être trop compliqué. Ah oui, il faut juste le pousser. Ouais. Il y a plus de quêtes, j'ai mis un bout des fois pour le ramener vers l'avant du bateau, mais là, sur le bateau de Gilles. Tu fais ça avec un palon. Pas un palon, juste un bout. Oui, on nœud et comme ça. Ouais, tu as un truc pour tirer, un peu comme les bateaux quand ils sont en suspension, tu les fais tourner. Ok, je vois. Et là, comme ça, tu te rapproches, mais sur le bateau de Gilles, tu vois la quête. Non, dove vuoi arrivare? On n'aurait jamais fait ce projet-là tout seul chacun. Giulio n'aurait pas été chef de chantier tout seul, moi j'aurais pas été chef de chantier tout seul, Loïc non plus. Nos complémentarités font qu'on va y arriver et que ça va être super parce qu'on pourra apprendre l'un de l'autre sans se sentir non plus illégitime. On ne se sentira pas illégitime et on n'aura pas non plus la pression d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas faire d'un coup, puisque quelqu'un d'autre pourra le faire et que ça se fera en douceur, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il faut l'incliner encore un peu plus, hein. Là-bas, tu vois. Ouais. Je vais le mettre un peu. Pour qu'il soit dans l'alignement. Je monte en haut. Parce qu'il faut quelqu'un pour pousser en haut, effectivement. On l'a mis en diagonale comme ça, quand on le pousse, il prend l'inclinaison directement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au moment où le femelo, l'aiguille, il arrive dans le femelo, le haut du safran, il touche la voûte. Ah, sympa. Et du coup, on pense qu'il faut tourner le safran et en même temps l'incliner. Donc Giulio, il va se mettre en haut pour vraiment bien l'incliner. Et voilà, et on veut l'emboîter, tchic, presque de côté, quoi. Eh bien, merci à Rose et merci à Brigitte et Patricia pour ce témoignage du mois de juillet. On passe à présent à ce petit temps d'immersion sonore qu'on aime bien au 26 à Paimpol. Et je vous propose en ces journées estivales de faire un tour sur le marché de Paimpol. Ce marché du mardi matin. L'idéal pour cette séquence est d'utiliser un casque fermé pour mieux appréhender la promenade en stéréo. Allez, prenez votre sac de course et on y va. Trégafel le lundi, mardi Paimpol, demain Tréguier, mercredi, jeudi Lannion, vendredi repos, samedi Penvénon, ma vie, et dimanche le Saint-Grec. Beaucoup Paimpol, j'ai mis beaucoup Paimpol, j'ai mis Paimpol avant même de faire les marchés, parce que je voulais faire du bateau au Paimpol pendant quelques années, et j'avais un théâtre, restaurant. On arrive au bout de ce numéro 7 du 26 à Paimpol. Si vous avez des avis, des commentaires à nous faire sur ce 7e numéro, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur Facebook ou Instagram, ou par mail, à l'adresse toujours le 26apaimpol@yahoo.com. On sera heureux de sentir qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une en face. Je vous souhaite un beau mois d'août 2026 et vous donne rendez-vous pour le numéro 8, le 26 août 2026. Kenavo!